Quel avenir pour l'humanité ? Quel avenir pour l'humanité ? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à ChatGPT et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. Altercop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs aux profils divers afin d'apporter, comme un kaléidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour Frédéric, est-ce que tu veux bien dire quelques mots de toi, donc te présenter et puis expliquer quel est le magnifique projet que tu portes, projet Imagine, et en quoi il s'inscrit dans notre mutation de société. Alors, je m'appelle Frédéric Bedos, je suis journaliste. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du journalisme un petit peu partout dans le monde, essentiellement à la télévision, un peu à la radio. Et en fait, j'ai pris la tangente. En 2008, j'ai décidé de quitter le monde des médias traditionnels parce que j'ai posé un regard nouveau, un regard un peu critique sur ce monde des médias et notamment sur le monde de la télévision. Je me suis aperçue que les trois quarts du temps, finalement, la télévision parle du pire de nous. Et le pire, on sait qu'on en est capable, on n'a pas besoin de la télévision pour nous la rappeler. Et par contre, ce qui serait assez intéressant, c'est qu'on nous rappelle à quel point on est aussi capable du meilleur et qu'on nous inspire, qu'on nous encourage à bâtir ce meilleur. Et donc en 2008, j'ai cette sensation d'un seul coup qu'il faut absolument réussir à transformer de l'intérieur les médias pour qu'ils redeviennent un outil utile à l'humanité, utile à la planète, parce que c'est d'abord et avant tout un outil. Et c'est un outil qui peut être très très bien utilisé et dans ce cas-là être formidable, de même que s'il est mal utilisé, forcément ça peut faire des dégâts. Et les dégâts en ce moment ils sont énormes et la plupart des gens n'en ont pas conscience. Et donc j'ai décidé de prendre la tangente pour créer mon propre média, un média totalement philanthropique, qui s'appelle le projet Imagine, qui est très lié aussi à ma vie personnelle et qui s'inspire en fait de mes parents, parce que je viens d'une famille un petit peu particulière où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier et où véritablement toutes les valeurs de partage, de solidarité, d'entraide et d'amour, j'ose dire ce que certains appellent un gros mot, que moi j'appelle un grand mot, le mot amour, je pense véritablement que c'est le mot qui sauvera le monde, que le monde crève de manque d'amour et qu'à partir du moment où on commence à regarder avec amour ceux qui nous entourent et de même que la planète, la biodiversité, etc., on n'agira pas de la même façon. Et donc du coup j'ai décidé de créer ce média qui essaye de mettre en valeur l'amour en action, via le portrait de héros, des héros anonymes, des héros humbles, des héros dont personne ne parle et qui font des choses absolument formidables et qui finalement sont des sources d'inspiration extraordinaires avec lesquelles on peut s'identifier. Et normalement, quand on a fini de regarder un de ces portraits, on n'a qu'une envie, c'est de se lever de son fauteuil pour participer au monde qui l'entoure, et là, ça devient un média utile. D'accord, donc de l'enthousiasme, de l'action pour changer le monde est basé sur l'amour autour de soi et une belle histoire de vie qui t'a conduit à ça. C'est formidable. Donc ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie et ça donne envie de se mobiliser. C'est ce que j'appelle faire du journalisme avec espérance. Et ça fait la différence. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut plus se contenter de dénoncer, de dire voilà, regardez tout ce qui ne va pas, etc. Parce que finalement, on est très, très informé sur ces choses-là. Mais peu à peu, ça grignote l'espérance dans nos cœurs parce qu'on a l'impression que tout le monde est moche, qu'il n'y a que des salauds autour de nous et que tout est foutu. Bon, une fois qu'on a fait ce genre de constat, on reste avec ses chips, on s'enfonce dans son fauteuil et puis voilà. Or le but, c'est pas ça. Le but, c'est véritablement de se rendre compte, de prendre conscience que oui, les choses ne vont pas bien, ça c'est sûr, et il faut regarder les problèmes bien en face. C'est ce que font nos héros. Ils les regardent bien en face, mais à un moment, ils décident d'agir. Et ça fait la différence. Mais pour pouvoir agir, il faut y croire. Il faut croire que tout est possible, il faut avoir l'espérance dans son cœur, il faut avoir cette foi en l'humanité, cette foi en la vie. Et donc, c'est ça qu'il faut raviver avec cet outil formidable qui est le média. Parce que là, il peut créer une contagion, une épidémie. Une épidémie d'amour, ça vaut le coup. Eh bien, merci. Alors, du coup, ça m'amène à te poser la question de... Donc, cette rubrique, c'est « Quel avenir pour l'humanité ?» C'est-à-dire, donc je renouvelle, c'est la question de... C'est une question qui devrait être éminemment politique, donc prise par ceux qui agissent pour la cité. Et ça n'est pas le cas.
Et par conséquent, on a plutôt des entreprises qui façonnent ce qui les anime pour X raisons et ce qui leur est peut-être rentable. Dans ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on va regarder la télé, regarder des choses négatives, on va manger des chips, c'est-à-dire qu'on va nourrir un certain écosystème. Et donc, je me dis que puisque ceux qui sont censés gouverner et prendre des décisions pour l'ensemble n'ont pas cette vision-là claire de l'humanité, est-ce qu'on peut, nous, citoyens, s'en emparer et en faire débat? Donc, ma question, c'est, pour toi, ça ressemblerait à quoi l'humanité de demain ? Alors c'est vrai que c'est une question éminemment politique et moi quand je me suis lancée dans l'aventure du projet Imagine, j'estime que le projet Imagine est un projet totalement politique. La politique, dans le sens noble du terme, c'est la vie de la cité, c'est s'emparer de la vie de la cité et essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc clairement, on est dans une histoire politique. C'est vrai que ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que le courage politique n'est plus véritablement là. On a l'impression que là où il y a la sphère de décision et où on est censé prendre des décisions pour le bien commun, donc au-delà de ce que ça peut faire au niveau de la finance ou des profits dans l'économie, etc., il y a d'abord le bien commun. Il y a le bien commun qui correspond aussi au bien de la planète, parce qu'il n'y a pas de plan B, hein, il n'y a pas de planète bis. Donc voilà, et on se rend bien compte que les décisions courageuses ne sont pas prises. Or, elles doivent être prises. Alors, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui ont des initiatives, qui vont trouver telle ou telle action à mettre en place, souvent avec bonne volonté. Hein. Simplement, on se retrouve, il me semble, moi, avec un paradoxe. C'est-à-dire, on a une société de l'économie qui s'est basée sur un système qui est celui du profit à tout prix, et donc qui est finalement un système au service de l'argent, mais de l'argent en lui-même. C'est un système qui s'auto-nourrit. Donc il me semble qu'en fait on marche sur la tête, c'est-à-dire que tant qu'on ne sort pas de ce système qui en lui-même possède tout ce qui va nous amener à notre perte finalement, c'est-à-dire on n'est pas basé sur un système qui est au service de l'humain et de la planète, on est sur un système qui est au service de l'argent. Donc à un moment, il faudra qu'on ait le courage de dire « Ok, on arrête ce système parce qu'on voit bien où est-ce qu'il est en train de nous emmener, c'est-à-dire vers notre perte, pour véritablement changer de paradigme. » Ça, évidemment, c'est pas très populaire et c'est pas très populaire aussi parce qu'une des valeurs premières qu'on met en avant, c'est celle du confort. C'est-à-dire que vraiment dans un temps très très court de l'histoire de l'humanité, d'un coup, il y a le confort. Avant ça, c'était quand même assez difficile. Il fallait se donner du mal. Et puis d'un coup, il y a le confort pour tous, et c'est ce qu'on essaye de vendre. Qui a envie de renoncer à son confort pour le bien de la planète? C'est pas simple. Et puis, il y a aussi un phénomène un peu moutonnier de, après tout le monde le fait, donc on verra bien pour demain, et on préfère pas regarder en face ce qui nous attend et qui est malheureusement assez sombre. Donc c'est vrai que quand tu dis, Christine, il faudrait donc, est-ce que ce sont aux gens de s'emparer de la question, puisque finalement les hautes sphères ne s'en emparent pas véritablement, c'est carrément obligatoire. Enfin, c'est évident que oui. Alors c'est pas simplement pour faire débat, c'est s'en emparer pour agir. Donc c'est vrai que moi, quand je fais le portrait des héros, finalement, ce sont des gens qui ont décidé d'agir à leur niveau, avec leurs petits moyens, souvent de façon locale, de façon assez circonscrite quelque part. Mais si effectivement chacune commence à porter un regard nouveau sur le monde qui l'entoure, un regard bienveillant, un regard d'amour, et qui décide d'agir à son niveau, c'est une question d'esprit, quoi. Il y a un esprit nouveau qui va se mettre en œuvre. Et évidemment que ça va de facto changer les choses. En vérité, les grands changements ne peuvent pas se faire par simplement une élite qui commande. C'est forcément dans le tissu. À un moment, il faut qu'il y ait des changements dans les cœurs, des changements dans les esprits. Et c'est vrai que si d'un coup le mouvement populaire vraiment fait pression en disant nous on veut autre chose, on sent bien que pour nos enfants, etc., il faut autre chose et on l'exige, et dans les sphères politiques et économiques, il se passera autre chose simplement parce qu'il y a un opportunisme naturel qui va se faire. On va se rendre compte que c'est peut-être plus populaire de faire comme ça, c'est comme ça qu'on obtiendra les voix d'une façon électoraliste toute bête. Donc voilà, c'est aussi à nous d'agir obligatoirement. Mais pour moi, on est à la croisée des chemins. C'est clair. Il y a le pire comme le meilleur devant nous. Choisissons le meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a cette rubrique, c'est pour ça qu'il y a ces interviews, c'est pour ça que toi tu fais les tiens, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux.
pour rendre visible cette effervescence. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se sentent démunis à dire à quoi va ressembler demain, parce qu'effectivement, on a des forces en présence. Là, j'en fais que 2 parce que j'ai que 2 mains, mais sinon, je pourrais en mettre plus. C'est multiple. Mais voilà, il y a plusieurs forces qui sont des forces, dans certains cas, contradictoires, d'autres qui peuvent se marier ensemble. Mais pour caractériser, il y en a qui vont nourrir la mort, donc tout le système anthropique, qui détruit de la valeur humaine, de la valeur écologique. Et il y a toute une effervescence citoyenne qui nourrit la vie. Alors, je n'ai pas dit que tous les citoyens nourrissaient la vie, mais il y en a quand même une bonne partie qui essaie de trouver des réponses locales. Et c'est vrai que Fukuyama parlait de cette inertie il comparait le dernier homme dans son livre La fin de l'histoire au chien devant la cheminée. Alors ça a été mal compris, mais c'était cette idée du confort, c'est-à-dire que pour que nous puissions bouger, jusqu'où est-ce qu'il va falloir aller dans la privation de notre confort pour qu'on se mette à bouger. Et une des voies, effectivement, c'est qu'on fasse toujours la même chose et que ça soit le pire, que ça soit la même chose de façon apocalyptique, c'est une version. Il peut y avoir aussi des tensions sociales. Il y en a qui y pensent, mais en fait, ces tensions, elles sont difficiles à permettre de par cette question de confort, c'est-à-dire qu'il faut vraiment n'avoir rien à perdre pour aller dans la rue et bouger, de façon pérenne en tout cas. Et moi, ce qui me gêne avec ça, cette appétence qu'on a, nous Français, à la Révolution, ce rêve qu'on a, c'est qu'avec la Révolution française, on a eu la terreur quand même. Tout à fait. Et ensuite, que quand la foule commence à être sanguinaire, on peut tuer des tas de gens. Alors déjà, tuer les gens, c'est pas terrible, on est bien d'accord, mais qu'en plus, on ne sait pas qui on tue. On peut tout à fait tuer des germes tout à fait positifs du futur. Donc c'est quand même un peu une catastrophe. C'est pour ça que je prime plutôt la question de la mutation, c'est-à-dire quelque chose qui est plus subreptice, qui est moins flagrant, mais qui est plus profond, qui est plus durable, et qu'on va retrouver justement dans ces effervescences d'initiatives locales, ces fonctionnements organiques par essai-erreur, ces bricolages à la Claude Lévi-Strauss, et qui sont en train de créer autre chose, et dont tu rends compte. Et je pense qu'on a un énorme hiatus, c'est pas pour rien que tu es sorti des médias traditionnels, entre ceux qui passent à la télévision, au JT, etc., et donc qui est vu par des millions de personnes, et qui est toujours en train de nourrir des lobbying, parce que ça repose sur la peur, etc., et les autres médias qui nourrissent autre chose. Mais j'ai énormément confiance dans cette autre facette, parce que c'est tellement résiliaire, ça me fait penser un peu à tous ces insectes qui vont construire des tas et des tas de ramifications sous la terre, puis à un moment donné on passe et pouf, ça s'écroule, parce qu'en fait tout était déjà construit dessous. Et je pense que le changement de société dans lequel on va, à un moment donné, on va passer une taille critique de par toutes les interconnexions qu'il y a entre les personnes. Je pense que c'est clair que voilà, il y a énormément de belles choses qui se font. Il y a aussi, d'abord et avant tout, je pense, une majorité, mais une énorme majorité sur la planète de gens bienveillants, de gens qui ont envie tout simplement de vivre une vie simple, heureux, avec leurs femmes, leurs enfants. Les gens ont des aspirations et des appétences souvent très simples. Ils ne rêvent pas d'être tous milliardaires, etc. Et voilà, et cette majorité a vraiment un regard. La plupart voudraient que les choses se passent bien. Ils ne sont pas pour les guerres, ils ne sont pas pour les énormes profits, ils ne sont pas pour la pollution, etc. Mais simplement, le problème, c'est que malgré tout, ils ne savent pas forcément comment agir, comment faire en sorte de changer le monde. On se sent assez démunis face à cette question qui nous écrase un peu. Et puis aussi, beaucoup se disent que c'est pas leur problème, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des gens qui sont plus hauts qu'eux, qui normalement sont informés, etc. et ont les outils pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est compliqué en plus dans la vie, dans le quotidien, où chacun doit aussi, on est dans le struggle for life, où il faut trouver du boulot, faire en sorte chaque jour de réussir à payer ses impôts, etc. Des choses toutes bêtes qui font que le temps passe pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, effectivement, là où on va, c'est pas la bonne direction du tout. Et c'est vrai qu'entre les initiatives qui se mettent en place, tout aussi belles qu'elles soient, tout aussi imaginatives et dynamiques qu'elles soient, malgré tout, on arrive quand même à un moment au niveau vraiment de la santé de la planète, et on le voit avec le climat, etc. On arrive à un seuil critique où il va falloir quand même prendre des décisions bien plus radicales que celle-là, quoi. C'est là où véritablement le doute persiste, c'est-à-dire, encore une fois,
est-ce que ce sera suffisant et est-ce que ça arrivera assez vite ? Donc c'est une vraie question. Et en même temps, moi je suis comme toi, Christine, moi j'ai le cœur plein d'espérance. Je ne peux pas croire qu'on aille complètement dans le mur et qu'il n'y ait pas à un moment une solution et un sursaut de tous, de toutes et tous, je ne peux pas le croire. Et donc, quoi qu'il arrive, j'ai la fameuse philosophie du colibri qui se dit je fais ma part, quoi. Et que si jamais tout le monde se dit ça à un moment et fait sa part, effectivement, on switchera. Mais c'est clair que, je veux dire, c'est compliqué. Je veux dire, il ne faut pas rentrer dans un discours de bisounours, et surtout pas nous qui essayons de mettre en valeur toutes ces initiatives, parce que ce serait dramatique aussi, c'est-à-dire... les problèmes sont vraiment graves et il va falloir à un moment avoir des résolutions vraiment drastiques, vraiment radicales, parce que c'est un système qui est en train de foutre en l'air le monde et l'humain. C'est un système qui est là d'abord pour l'argent. Et l'argent, lui, en a rien à faire de la biodiversité, il en a rien à faire de la santé de l'être humain, etc. Donc ça, c'est une réalité, tout simplement. Et elle nous envoie dans le mur. Donc il faut avoir conscience que on encourage vraiment chacun et chacune à s'engager, à faire du mieux qu'il peut, etc. Et on y croit. Et en même temps, on ne se leurre pas. La situation, elle est grave et elle est urgente. Enfin, moi, je suis vraiment dans ce double... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que j'observe, c'est que pour que la majorité des gens arrivent à évoluer, visiblement, il faut, jusqu'ici en tout cas, peut-être ça changera d'ici quelques temps, enfin on en est toujours là, il faut des grandes catastrophes pour que ça ébranle suffisamment les gens et que ça fasse passer toujours un petit peu plus de gens à un niveau de conscience qui leur permet de se mettre à agir. Donc ça avance en spirale. Ça avance en spirale. Si on prend par exemple le dernier événement qu'on a eu en France, qui était le début janvier, là, ça a suffisamment percuté les gens. Alors, c'est un peu en plus horrible, parce que pourquoi ça et pas les horreurs qu'il y a par ailleurs dans d'autres endroits du monde, hein. Mais enfin, bon. Donc là, tout d'un coup, un effet de séisme, ça y est, hop, ça fait bouger les gens et on a X centaines de milliers de gens, ou on va dire dizaines de milliers pour les plus sceptiques, qui tout d'un coup s'ouvrent à la conscience et disent « Oh là là, il faut faire quelque chose ». Donc voilà, c'est comme ça, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça qu'on a eu des instances, l'ONU et autres, qu'on a pu nommer que des éléments de la guerre sont des crimes contre l'humanité. Enfin, donc voilà. Alors si on ne peut pas avancer autrement que comme ça, eh ben, c'est déplorable. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à chaque niveau de spirale. On est de plus en plus nombreux à avoir cette conscience et par conséquent à agir. Et je voulais te demander, au travers, toi, de ce que tu fais dans le projet Imagine, où tu rencontres des tas de gens, où tu interviews des tas de gens, qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup ? Moi, je me suis inventé le plus beau métier du monde. Tous mes amis, c'est des héros et des héroïnes. Franchement, ça le fait. Non, mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout des gens formidables et qui nous montrent à quel point ça vaut la peine de s'engager. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. Pour s'engager, pour essayer de bâtir le meilleur, il y a un prix à payer parce que c'est extrêmement dur, parce que c'est toujours des combats de David contre Goliath, parce que rien ne se fait de façon simple, parce que c'est des combats de chaque jour, c'est épuisant, voilà, et c'est bien pour ça que ce sont des héros et des héroïnes, parce que si c'était facile, il n'y aurait pas besoin d'héroïsme pour en venir à bout. Et donc, voilà, moi je fais des portraits très profondément humains, dans lesquels je montre à quel point ce sont des personnes qui nous ressemblent, ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas des défauts, etc., mais qui à un moment mettent le meilleur d'eux-mêmes au service du collectif, pas au service d'eux-mêmes. C'est du dépassement de soi, pas pour soi, mais pour ceux qui les entourent, pour le bien commun. Et c'est une source d'inspiration juste extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au bout des épreuves, etc., n'empêche qu'ils sont lumineux. Ces gens, ces femmes et ces hommes sont lumineux. Ils brillent, quoi. Ils brillent de l'intérieur. C'est aussi la démonstration d'une force intérieure extrême. Il n'y a pas très longtemps, on a fait le portrait d'une sœur au Congo qui s'occupe des Pygmées. Et elle nous racontait toutes les déboires qu'elle a pu avoir en Afrique avec des multiples soulèvements, des révolutions, etc., où elle a été vraiment braquée avec des kalachnikovs devant le nez. On lui dit « on va te descendre ». Et vous avez cette petite bonne femme d'1m50, 40 kilos tout mouillé, et qui fait face au kalachnikov en disant « mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, tu vois pas que t'es un enfant ?» Voilà, on se rend compte qu'autour de nous, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont véritablement le symbole même de ce que notre humanité peut produire de meilleur.
Et ça, c'est une voie à suivre. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi je trouve qu'il y a un défi, un gros défi médiatique sur ces questions-là. Parce que véritablement, quand on parle de changer le monde, rares sont les personnes qui ont compris que le média va être aussi un pôle très important dans cette mutation du monde, dans cet appel au changement. Parce que les médias qui sont devenus surpuissants, franchement, il faut habiter la planète Mars pour y échapper, qui représentent des milliards, et c'est nos milliards en plus, nous déversent sur le coin de la figure tous les jours des messages très anxiogènes, bourrés de peur, parce que l'idée c'est quand même qu'on reste paralysé par la peur, parce que le rôle du média n'est pas de nous informer ou de nous cultiver, de nous ouvrir sur le monde, ce qui est à la base une mission extrêmement noble, c'est d'abord et avant tout de faire de l'argent. Et pour cela, donc ça veut dire faire de nous des bons consommateurs. Et un bon consommateur, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à la révolution, qui ne bouge pas, et puis qui achète de façon très moutonnière ce qu'on lui a proposé. Voilà. Et donc c'est une vision très noire, mais c'est cette vision-là. Je parle des médias de masse, là où on met le plus d'argent. Bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des médias formidables, des émissions extraordinaires, mais ce sont des exceptions. Et donc il faut en avoir conscience. Ça veut dire aussi que nos enfants grandissent avec des modèles qui sont tout sauf des modèles qui appellent au changement. Ça veut dire que aussi la bonté, la bienveillance, l'humilité, toutes ces valeurs-là ne sont pas du tout mises en exergue et ne sont pas du tout ce qui va influencer et inspirer la jeunesse. Et puis après, il y a toute cette violence. Je veux dire, sur la télé française, par exemple, la violence a été multipliée par 4 en 10 ans. Et une des dernières études américaines stipule qu'un adolescent, quand il arrive à l'âge de 17 ans, il a déjà vu 18 000 meurtres en moyenne. C'est qu'une moyenne, et ça ne compte pas les agressions, les viols, etc. Donc c'est quand même un enjeu de civilisation. Dans quel monde on veut faire grandir et avec quelles valeurs et quelles images on veut faire grandir nos enfants. Et donc tout ça est très très lié, c'est-à-dire que si véritablement on reprend cette puissance de feu des médias pour aller mettre en valeur tout ce qui fait la beauté de notre humanité, eh bien beaucoup de gens et beaucoup de jeunes notamment vont se lever en disant c'est ça que je veux devenir. C'est ça mon but dans la vie, c'est pas de devenir Rockefeller, d'être super riche ou d'être super puissant ou d'avoir la dernière Porsche, c'est de devenir quelqu'un de bon, quelqu'un qui va agir pour le bien autour de moi. C'est ça mon but dans la vie. Bah, franchement, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, ça va avec. En t'écoutant, je me dis que puisqu'on est dans ce lieu de la paillasse là pour filmer, ça me donne envie de dire qu'il faudrait faire du média hacking. Dans le sens comment est-ce que les médias peuvent se relier, se réunir, tu vois, pour discuter et faire autre chose que les médias dominants. Ça, c'était un premier point qui me venait à l'esprit. Mais un autre qui me... C'est autour du poteau. On a une interférence lumineuse. Et l'autre élément qui me vient aussi, c'est que on a, et alors ça c'est l'imagerie d'Hollywood qui renvoie tout le temps le même message pour entretenir le modèle dominant qu'on connaît et anthropique, et qui est dans le modèle une catastrophe extraordinaire avec un héros. Et du coup, avec ce héros de la mythologie, c'est-à-dire le surhumain qui, avec ses petits bras musclés, sauve juste la planète, tout va bien, on se détend. Donc, on renvoie sans arrêt ça. Et moi, ce que j'entends de ce que tu présentes, c'est en fait que le courage et l'héroïsme sont en train d'être repris en possession des personnes et qu'on valorise, comme on a eu valorisé, mais après coup, les justes pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en train de voir, tu es en train, comme d'autres, de rendre visible le fait qu'en chacun, il y a certes de la bonté, il y a aussi ce courage qui n'est pas le courage d'Hercule, mais qui est le courage de chacun et qui arrive à faire des choses qui sont juste hallucinantes, justement de qualité, de puissance et autres. Et donc là, c'est vraiment un regard inverse. On a sans arrêt des films à gros budget, du super-héros qui nous ramènent sans arrêt dans cet environnement, et d'ailleurs qui est tout à fait questionnant. Comment un pays qui se veut encore la première puissance de la planète ou une des premières puissances de la planète passe son temps à mettre comme décor une catastrophe qui casse sa ville, casse son pays. C'est quand même tout à fait surprenant pour en dégager un héros. Et là, ce qu'on voit, c'est que la réalité du terrain, des citoyens, c'est qu'un nombre impressionnant de personnes prennent à bras le corps des problématiques
manifestent un courage particulier. Et donc c'est un courage anonyme, mais en même temps un courage qui est partagé. Et je trouve que ça, c'est quand même un phénomène vraiment majeur, parce qu'on opposait au héros unique, quelque part, la lâcheté de l'ensemble. Alors que là, c'est le contraire. On a une espèce de courage général, alors pas de tous, mais d'une grande partie quand même des personnes, face à des élites dont le courage pourrait être questionné. Moi, je suis persuadée qu'il y a un grand manque de courage des élites. Ça, c'est clair et net. Enfin, pour moi, et parce que dans une perspective électoraliste. D'ailleurs, ça pose une énorme question face à nos démocraties. C'est-à-dire, finalement, si la démocratie qui est censée être la façon de mener la politique la plus juste, eh bien, on peut vraiment la questionner quand on voit ce que ça donne in fine, puisque finalement on n'est plus vraiment en démocratie mais en médiacratie, là pour le coup. C'est-à-dire, encore une fois, l'homme ou la femme politique n'existe que si elle a la lumière des médias qui viennent s'intéresser à eux, sachant que les médias vont d'abord s'intéresser à ceux qui ont la petite phrase assassine, ceux qui vont être grande gueule et qui ne sont pas forcément dans un esprit constructif, mais plutôt dans un esprit provocateur. Tous ceux qui portent une parole raisonnable, raisonnée, éclairée, et plutôt, encore une fois, vers quelque chose de positif, ceux-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc, d'où la théorie du tous pourris, parce que les gens ne voient que ceux-là, ceux qui sont les grandes gueules et qui disent pas toujours des choses très intelligentes, ils n'ont accès qu'à ceux-là, parce que c'est sur ceux-là que les médias jettent leur dévolu. Et du coup, ça crée énorme taux d'abstention ou alors les extrêmes. Donc là encore, grande responsabilité des médias, mais en même temps, à partir du moment où tout le but est d'avoir des voix au moment des élections qui sont en plus de plus en plus courtes au niveau des échéances, comment agir librement avec courage politique dans ces conditions-là? Moi, ça me pose une vraie question, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé en Chine. Et je sais qu'ici, on critique énormément la Chine, mais pays communiste, donc pas besoin d'élection ni rien du tout. Mais du coup, les mecs, ils ont des plans à 40, 50, 60 ans. Et ils les déroulent. Et quand ces plans-là sont plutôt des bons plans, c'est-à-dire aujourd'hui, ils se rendent bien compte de leurs défis écologiques, ils se rendent bien compte que s'ils continuent comme ça, ils vont aller dans le mur. Donc ils prennent des solutions à un moment, ils prennent pas seulement des solutions, des résolutions drastiques, radicales, et il n'y a pas de question, quoi. C'est déroulé. Et ils n'ont pas à se demander s'ils vont être élus dans les mois prochains, etc. Et du coup, ils peuvent faire. Alors, c'est un vrai gros souci quand même quand on y pense. Parce que, des deux côtés, à un moment, il va falloir prendre des décisions radicales. Donc, je ne dis pas du tout que je suis pour le communisme, etc. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste qu'il y a des vraies questions à se poser, parce que, finalement, si vous avez un pouvoir politique qui regarde que son ambition personnelle, comment il va faire sa carrière, et que pour cela, il faut qu'il ait des voix, il va regarder ce qui est populaire et il va juste choisir cela comme base, comme référence pour prendre ses décisions. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes pour l'avenir, c'est pas grave, on est dans du court-termisme, on regarde pas pour beaucoup plus loin. Or, on doit absolument regarder loin, on doit préparer le monde de demain. C'est cette fameuse mutation dont tu parles, elle va pas se faire toute seule non plus. Donc je trouve tout ça, je trouve qu'on devrait avoir le courage de se poser ces questions-là et de pas se dire, on a trouvé le modèle et on veut l'imposer au monde entier, c'est ça le bon modèle. Posons-nous des questions. Je pense qu'en fait, n'importe quel modèle demande à évoluer, demande à être perfectionné jour après jour. C'est la force et la grandeur de l'être humain, de se réinventer chaque jour. Et je trouve qu'on est très sclérosé depuis quelque temps, et notamment parce qu'on ne peut plus rien dire. Tout de suite, tout peut devenir une bombe médiatique, donc on ne dit rien, on se protège, on utilise des périphrases au lieu de dire les choses et d'appeler les choses par leur nom. Quand on doit dire à une personne qui fait le ménage qu'elle est technicien du sol, des choses comme ça, qu'on n'a pas le droit de dire à un nain que c'est un nain, ou il faut dire personne de petite taille, je trouve que tout ça est un manque d'amour. Moi, j'ai des frères et sœurs lourdement handicapés, je ne vais pas parler d'eux avec une périphrase. Mais ils savent que je les aime, donc je n'ai pas besoin de faire des périphrases. Donc tout ça est des manques d'amour. C'est ce que je pense. Alors, je voudrais revenir sur deux choses que tu as énoncées. Donc, sur la question de la démocratie, je suis tout à fait d'accord, et c'est très intéressant de voir le continuum en quelques années. On peut toujours partir d'une date X ou Y. Moi, je me suis intéressée depuis 2001 avec la chute des tours, même si je m'intéressais aussi avant. Mais là, on a ce symbole de l'argent qui est tombé, quels qu'en soient les pourquoi.
mais elles sont tombées et en boucle, on a eu ce message de ces tours qui s'effondrent et ça a fait un schisme médiatique et un schisme dans les consciences. C'est horrible parce qu'on ne s'est pas du tout bougé pour le Rwanda, mais au moins ça l'effet d'avoir fait un peu secouer les consciences. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'avait épaté, c'était vraiment d'avoir entendu quelque part trois invariants quand j'avais interviewé des gens en micro-trottoir un peu partout où je passais en France et à l'étranger. C'est que les gens se sentaient démunis face à la complexité du monde. Ils se disaient, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça ? Face à cette impuissance, j'ai entendu beaucoup de personnes, mais vraiment la majorité des gens interviewés, dire « on va revenir sur soi ». Et ce repli sur soi n'était pas un repli sur soi égocentrique, c'était un repli sur soi pour se dire où est-ce que je peux arriver à y comprendre quelque chose. Et ça avait ébranlé certaines personnes à tel point qu'ils ont eu envie de faire une vraie introspection. Donc ça a eu, on regarde que c'est à partir de ce moment-là où on a une vraie démocratisation du travail personnel, développement personnel et autres. Donc il y a eu en train de se dire, mais et si je travaillais sur moi pour comprendre ce qui se passe ? Le deuxième niveau, c'est et si j'essayais un peu autour de moi dans ma sphère, mais le politique avait été abandonné d'abord par délégation objective, on a des représentants donc on leur délègue. Deuxièmement, par manque un délitement de la connaissance de toute la sphère constitutionnelle, politique, de comment ça fonctionne. Plus personne, de la plupart des citoyens est capable de dire ce que c'est. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a 3 chambres en France. Enfin, on ne sait plus rien. Donc c'est le meilleur moyen pour être manipulé ou pour être orienté à gauche ou à droite, enfin pas dans un sens ou dans un autre, je veux dire, de par le fait qu'on ne sait plus. Et du coup, plus d'investissement dans la politique de par le fait qu'elle était politicienne. Mais quand on a vu les dérives s'amplifier, les problématiques écologiques devenir de plus en plus criantes et présentes, et que la médiatisation autour de ces questions était présente, on voit que les gens ont beaucoup travaillé sur eux, enfin pas tous, mais certains, donc ça s'est beaucoup démocratisé. Donc je dirais quelque part, ça c'est fait, c'est pas fini, mais c'est pour dire, bon, c'est en cours, c'est en chemin, mais ça c'est fait. Deuxièmement, on a initié des choses localement autour de soi. La preuve, c'est que tu rencontres, comme des tas d'autres personnes, on se rend compte de toutes ces initiatives qui sont prises. Et voyant qu'au niveau global, on ne répond toujours pas comme on veut, eh ben on voit les citoyens en train de dire « bon, on va s'y mettre ». Et donc, il y a une réappropriation de la sphère politique en disant il faut qu'on se réapproprie notre démocratie parce que finalement c'est beau et c'est pas parce que ça a été dévoyé, malmené et perverti qu'il n'y a pas nécessité de le réinvestir. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que oui c'est la cata, c'est l'oligarchie, tout le monde est d'accord sur le constat. Mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'acteurs qui ont envie de reprendre ça à bras-le-corps, soit en ayant, comme tu le dis, une action concrète auprès des citoyens qui est de facto une action politique, puisque tu montres des acteurs, soit carrément en train de vouloir s'investir dans la politique ou comment réformer la politique. Donc ça, je me dis, ça c'est quand même une chouette bonne nouvelle, surtout qu'il y a plein d'initiatives qui se prennent. Et la deuxième bonne nouvelle, je trouve, et là, on est du côté d'oser. Et comme je l'ai mentionné aussi par ailleurs, je me réjouis de l'écho que ça fait. Je pense qu'il faut oser dire nous voulons simplement une société qui a comme valeur principale l'amour. Plof. Et là, on est quand même dans un courage politique. C'est-à-dire que moi, en écho à ce que tu disais, moi j'ai dit, voilà, affirmer que nous pouvons changer le monde par l'amour, c'est un véritable engagement politique. Donc c'est tout à fait normal de dire qu'on va faire la guerre, c'est ok, c'est normal, c'est politiquement correct, c'est banalisé, c'est ok. Donc la violence, la destruction, assassiner les gens, c'est normal. Même pas on se pose la question. Donc ça veut dire que nous venons au monde pour tout à fait normalement détruire. Voilà, ça c'est normal. Donc on est dans un système d'entropie et tout le monde trouve ça normal. Et dès l'instant qu'on dit, et si on faisait le choix de la vie, et le bout de la vie, ou l'essence de la vie au départ, et jusqu'à ce qu'elle devienne, c'est juste l'amour, alors là, on est taxé d'utopiste, de débile, de bisounours, de New Age, de tous les qualificatifs de la création. Eh bien j'estime qu'il y a des gens qui prennent le courage de le dire, et de dire, eh bien moi c'est ça que je veux nourrir. Et en plus...
on s'est déjà, je l'ai déjà dit, c'est les 4 dimensions qu'on veut réinterroger. C'est la première dimension de l'éros, donc cette force de vie, et aussi, ça veut dire la sexualité, l'érotisation, le rapport à l'autre, la manière d'être amoureux. Donc là, il y a quand même encore un petit peu de travail. La deuxième dimension, Storgé, donc la dimension famille, quel est le rapport qu'on a dans sa famille. Philia, c'est quel est le rapport fraternel, d'amitié qu'on a. Et agapé, qui est l'amour universel, voire l'amour inconditionnel. Si tout ça, c'était en bon état et nettoyé, c'est déjà un petit parcours de vie sympathique. Sans déconner. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça, en fait. C'est ça qui est terrible. Le paradoxe, c'est ça, c'est que ceux qui sont taxés d'être des gens raisonnables, ce sont ceux qui, effectivement, peuvent porter toutes les décisions qui nous amènent droit dans le mur. Mais c'est eux qui sont raisonnables, on appelle ça de la réelle politique. Là on est entre gens nous savons de quoi nous parlons, nous sommes des gens sérieux, Et en gros, on nous vend une société dans laquelle nous aurons donc une retraite, nous aurons nos 8 heures de travail par jour, etc. Et on doit être très heureux d'avoir ça. Et ça doit faire notre raison de vivre. C'est ça, la société qu'on nous vend et qu'on est censé embrasser et que l'on vend à nos jeunes, qui eux sont idéalistes et ont une soif d'absolu, parce que la soif d'absolu est intrinsèque à l'être humain, et si elle est là, c'est peut-être pas pour rien, mais tout ça, on gomme, et on est dans l'univers du raisonnable, et là-dedans, on peut effectivement être marchand d'armes, on peut créer des guerres, tout ça est tout à fait raisonnable. Et quand on parle effectivement d'amour, là, on est un peu des débilos quand même. Alors que la seule vraie révolution qui n'a jamais été tentée, c'est bel et bien la révolution de l'amour. Et la seule qui demande véritablement du courage, c'est certainement celle-là. C'est d'ailleurs très intéressant parce que en ce moment, donc, on essaye, l'une comme l'autre, et puis plein d'autres personnes comme nous dans le monde, d'essayer de mettre en avant ces valeurs qui sont fondatrices de la civilisation, normalement, en tout cas, elles devraient l'être, qui sont intrinsèques à l'être humain. Donc ces valeurs, et alors qu'en fait, quand on se lance dans l'aventure de l'amour, du partage, de la solidarité, de l'entraide, on ne va pas forcément recevoir des lauriers. C'est-à-dire que moi, je le dis de plus en plus souvent, si vous voulez vous engager dans cette voie, ne croyez pas que tout de suite, on va vous encenser, vous trouver formidable, etc. Contrairement à ce que vous pouvez croire, non, vous allez être fortement rejeté, vous allez être jugé, on va vous traiter de fou, d'illuminé, parce que vous allez déranger. Moi, mes parents, quand ils se sont mis à adopter des enfants comme ça, qui venaient du monde entier, donc des enfants de toutes les couleurs, et en plus c'était un peu le côté la cour des miracles, c'était les enfants dont personne ne voulait. Donc des enfants qui avaient eu des parcours très chaotiques ou qui souffraient de handicaps très lourds, etc. Donc des enfants dont personne ne voulait. Ils ont été énormément critiqués. Les voisins les regardaient en se disant « c'est quoi ces gens, ils sont bizarres, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur maison, etc. » Évidemment, parce que vous dérangez. Vous ne faites pas comme les autres, vous bousculez les choses préétablies, vous bougez les lignes, mais ne croyez pas que vous allez recevoir des fleurs. Évidemment que non. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a très peu de temps, il y a quelques années à peine. D'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, non seulement mes parents se sont lancés dans une aventure qui était très risquée, parce que c'était des gens très simples, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc à chaque nouvelle bouche à nourrir, c'était un vrai défi, et de se dire comment on va finir le mois, je veux dire tout simplement. Mais à chaque fois, ils répondaient à une urgence. Ils avaient identifié qu'il y avait un enfant à sauver. Ok, on le sauve, on verra après, quoi. On répond à l'urgence. Et donc c'est ça le vrai courage. Et on est bien au-delà du raisonnable. S'ils avaient fait un business plan à 5 ans, ça tenait pas, hein, ça c'est sûr. Donc pour nous, ça a fait la différence, le fait qu'ils aient été au-delà du raisonnable. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, on les a d'abord jugés et durement critiqués, j'ai trouvé que le sacrifice est énorme quand même. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont dû renoncer à une vie dans l'ombre, une vie, parce que ce sont des gens très humbles et qui n'ont pas du tout envie de se faire remarquer. Et d'un coup, la démesure du choix de vie qu'ils ont fait, mais pas pour eux-mêmes, mais pour sauver les autres, eh bien, les a mis dans une situation où d'un coup, ils pouvaient attirer l'attention, ce qu'ils n'avaient pas du tout envie de vivre. Ce sont des gens très discrets. Donc, décidément, c'est beaucoup de sacrifices. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et donc, ça, c'est aussi très important de le dire, parce que toutes celles et ceux qui sont tentés de s'engager aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils le sachent.
qui sachent que non, ils ne vont pas être bien accueillis par le monde, entre guillemets. Le monde ne va pas les accueillir en disant « formidable ce que tu fais ». Parce que d'abord, il y a un effet miroir en plus. C'est-à-dire que du coup, ça nous met chacune face à nos responsabilités. Qu'est-ce que moi je fais pour changer le monde? Qu'est-ce que moi je fais pour la génération future? Il y a cette responsabilité-là. Et alors qu'on n'est pas là, ces personnes font des choix qui leur est propre. Ils font des choix parce qu'ils sentent que c'est comme ça et qu'ils ne se sentent pas faire autrement. Ils ne le font pas pour faire la leçon autour d'eux. Mais les autres, parfois, le prennent comme cela. Ils le prennent comme une claque au visage. Voilà, et donc il faut dealer avec ça, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que, encore une fois, travailler sur les valeurs, mais dès qu'on est petit, travailler sur les valeurs fondamentales et de ce qui fait le vivre ensemble, c'est ultra important. Et aujourd'hui, eh bien, on est complètement confronté à ça, pas seulement avec les enjeux environnementaux, mais effectivement avec les enjeux de terrorisme, on est complètement confronté à ça. À partir du moment où on a bafoué toutes les valeurs fondamentales et que la vie n'est plus perçue comme quelque chose de précieux, alors tout est permis. Tout est permis. Et puis aussi, eh bien, voilà, un monde qui ne partage pas, parce que la problématique de la pauvreté, de la misère dans le monde n'est qu'une histoire de partage, il y a bien assez pour tout le monde. Un monde qui ne partage pas crée de la violence, et une violence de plus en plus aveugle, de plus en plus terrible. Et c'est là-dedans qu'on baigne aujourd'hui. Mais tout s'explique. Moi, ce que j'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est que la violence, donc aujourd'hui, qui a pris la forme de Daesh, de l'État islamiste, c'est en fait un miroir de la violence de nos gouvernants et des choix qui sont posés. Quand tu mentionnais la question de la raison, et c'est vrai que la raison pour laquelle les gens se sont un peu défiés de ce modèle de société qu'on va qualifier en sociologie de moderne, donc héritier des Lumières, qui a mis en exergue le progrès et la modernité. Pourquoi est-ce que des gens s'en sont défiés et arrêtent de le nourrir? C'est parce que l'équation « ça va apporter le bonheur » et la raison permet d'apporter le bonheur, elle est fausse aujourd'hui. Peut-être qu'elle l'a été dans les premiers temps, mais aujourd'hui elle est fausse puisque cette raison est au service de la mort. Et le XXe siècle a été le paroxysme de ça. Entre les guerres mondiales, entre Hiroshima, entre la Shoah, on se dit, ah oui, d'accord, ce à quoi amène la raison, c'est quand même juste la mort dans des proportions extraordinaires, et maintenant on a une entropie dans tous les domaines. Donc, la plupart des êtres humains, comme tu disais, ils ont envie de vivre de façon simple, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont envie de bonheur, comme on a eu avec l'interview avec Patrick Vivray, quand il dit, quand je pose la question de qu'est-ce qui compte le plus pour vous, précisément, la plupart des gens parlent d'amour et de bonheur. Et donc, il y a un hiatus entre le monde est raisonnable, je suis un être rationnel, et je fais quoi? Je produis de la mort, où j'incite à la violence, où j'en fais moi-même et je l'incite en miroir. Et de l'autre côté, une envie de simplicité, une envie de bonheur et une envie d'amour. Et quand on essaie de la vivre, on est taxé de doux rêveur, d'utopiste ou de sectaire. Il y a juste quelque chose qui ne va pas. Donc, je dirais c'est plutôt les plus jeunes quand même qui se secouent, qui s'agitent, qui disent « bon, écoutez, votre monde, vous le gardez, et nous, on va en construire un autre ». Alors heureusement, il y a eu quelques personnes qui ont émaillé l'histoire et qui sont toujours des précurseurs du monde d'après et qui ont essayé de dire il y a des choses qui se passent, mais c'est vrai que, enfin en tout cas moi je l'entends dans les gens que je rencontre, avec les gens avec lesquels je travaille, c'est extraordinaire d'entendre selon les générations les propos. Il y a des personnes qui vont faire des constats grands comme ça, des catastrophes, et quand on leur demande et alors c'est quoi demain, ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne le portent pas, parce que ce n'est pas en eux, parce qu'ils ne l'incarnent pas, parce qu'ils ne sont pas vibrants de cette envie de nourrir la vie. Et puis d'autres, ils ne se sont même pas souciés de faire des débats sur le sujet. Ils font des choses, ils initient, après coup, ils découvrent qu'ils sont des héros qu'ils ne savaient même qu'ils l'étaient. Voilà, et je crois que fondamentalement, enfin en tout cas je partage juste mon point de vue, il y a un choix existentiel qui est donné aux êtres humains. Est-ce que je nourris la mort ou la vie ? À l'intérieur de moi, dans la relation, dans ma sphère, au niveau de l'entreprise, de la société et de l'environnement. Je nourris quoi? Et effectivement, ça va conditionner tous mes actes. Si je veux que cette plante pousse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de lui taper dessus déjà. Je vais lui donner de l'eau, je vais faire attention, je vais la mettre au soleil. Et donc, c'est ce que tu appelais tout à l'heure, je vais aimer ce qui est autour de moi. Je vais aimer ce qu'il y a dedans et je vais aimer ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ça, par contre, c'est à la portée de chacun. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est facile,
Mais c'est un programme qui est simple quelque part. C'est-à-dire que si chacun, chacune commence effectivement à travailler sur son regard à l'autre, à soi, et que peu à peu la bienveillance et l'amour prennent le dessus, alors effectivement le monde va changer de toutes les façons. Même si les politiques ne prennent pas les bonnes décisions, etc., si tout le monde se met à aimer, il ne faudra même pas tant que ça en fait, même pas tant de gens que ça. Il faudrait vraiment une certaine proportion, peut-être assez minime, parce que je crois vraiment que par contre l'amour est très contagieux. C'est-à-dire quand on a eu la chance d'être face à quelqu'un qui vous aime avec vraiment une dimension absolue de l'amour, il se passe quelque chose vraiment qui est contagieux, qui guérit, qui sauve, qui élève. Et voilà, et c'est pour ça que je dis souvent que je pense profondément que seul l'amour sauve, et qu'il sauve de tout. Et je le pense profondément, mais après je peux comprendre que certains trouvent ça un peu curieux et tout ça, mais quelque part, j'ai beau tourner dans tous les sens, dès lors qu'on met de l'amour, on se rend compte qu'on ne peut pas prendre les mauvaises décisions, quoi. Quand c'est de l'amour du vrai, pas de l'amour égoïste, l'amour passionnel, l'amour pour soi. Je ne parle pas du sentiment de l'amour. Là encore, beaucoup de gens confondent ce que l'on ressent et ce que l'on est ou ce que l'on fait. Ce n'est pas la même chose. Vous avez des hommes qui battent leur femme comme plâtre et qui disent qu'ils l'aiment trop. Ils ressentent des sentiments et c'est ça qui les fait battre. Donc on ne peut pas dire dans les faits qu'ils les aiment. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très... voilà. Et ça aussi d'ailleurs, c'est quelque chose très... sur lesquels il y a vraiment des... Il faudrait être plus précis, quoi. Moi, je vois les ados souvent se trompent beaucoup sur ces choses-là. Quand ils sont en pleine crise d'ado, ils sont vraiment justement dans le marasme des sentiments dont ils ne savent pas trop quoi faire et des choses, des émotions passionnelles, etc. Et ils sont empêtrés là-dedans et ils confondent à ce moment-là le sentiment amoureux et l'amour en soi. Dire que quand ma mère ouvrait la porte à tous les clochards, les gens qui avaient besoin, à qui on offrait une soupe, un café, un bain, elle les aimait pas forcément d'un flot d'amour dans son cœur ou de sentiments. Mais dans les faits, elle les aimait. Parce que finalement, aimer et accueillir, c'est la même chose. C'est vraiment, est-ce que vous ouvrez votre porte? Est-ce que vous ouvrez vos mains? Est-ce que vous commencez à partager? Vous savez, ma mère, elle dit souvent, je prends ta montre pour montrer, elle dit, est-ce que vous voulez connaître le secret de la richesse? Elle dit, voilà, tu possèdes quelque chose, tu as la main bien fermée dessus, tu possèdes là, tu as cette montre, elle est à toi, personne ne peut te la piquer. Et puis si tu prends le risque d'ouvrir la main, on peut tout te prendre, mais tu peux commencer à tout recevoir. Et c'est le secret de la richesse. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Et mine de rien, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous, pas beaucoup de moyens, ils n'ont jamais cessé d'accueillir une vingtaine d'enfants, mais aussi tous ceux qui avaient besoin. La porte était toujours ouverte. Parfois, on rentrait de l'école et il y avait des gens qui nous attendaient à la maison parce que la porte était toujours ouverte. Et finalement, nous n'avons jamais manqué de rien. Je ne dis pas pour autant que c'est facile, etc. Moi, j'ai eu une vie assez difficile, donc je ne suis pas dans le côté bisounours. Mais je sais que quelque part, si on vit en accord avec comme les lois invisibles de l'univers, quoi. Moi, je crois vraiment que la planète, que l'univers est finalement basé sur l'amour, que tout est une question d'amour. Quand je vois cette planète, je me dis, tout était cadeau. On aurait pu faire quelque chose, mais une vie absolument extraordinaire sur cette planète, si dès le départ, le paradigme premier n'avait pas été l'argent, le profit, l'échange marchand. Mais s'il avait été que sur le don et l'accueil du don et le respect du don, mais on avait tout pour avoir vraiment... Enfin, tout est là, quoi. Tout est là et tout est aimant. Tout crie l'amour. Et puis là, pour l'instant, on piétine tout ça, allègrement, pour que certains puissent en emmagasiner plus que d'autres. Et les autres rêvent de pouvoir en emmagasiner. En attendant, ils se font écraser. C'est une histoire de fou. C'est vraiment une histoire de fou. Mais encore une fois, le meilleur est à venir. Tout est là, tout est possible. Le champ des possibles est toujours là. Et donc, espérons qu'il y ait un sursaut vital qui va amener à cette révolution de l'amour. C'est la seule révolution qu'on n'a pas testée. Alors par rapport à ça, il y a 3 choses qui me sont venues. D'abord, effectivement, la nature donne sans arrêt, gratuitement. Elle donne de la beauté. Enfin, je veux dire, quand on va dans n'importe quel paysage, de n'importe quel pays, c'est harmonieux. Les couleurs, la nature, c'est beau, c'est harmonieux. Nous, les humains, ça se discute parfois, ce qu'on produit. Donc cette gratuité, de cette profusion qui nous est donnée, alors que là maintenant on voit qu'on est en train d'essayer de mettre des brevets et des très chaud. surtout. Ça, c'est très très chaud.
La deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, puisque j'ai fait mon premier essai, enfin le premier que j'ai publié, c'était il y a une quinzaine d'années, et à ce moment-là, un philosophe français avait mentionné qu'on ne pouvait pas considérer l'amour comme étant une réponse collective et sociétale et encore moins politique. Et j'ai trouvé très intéressant que 15 ans après, il ait changé d'avis. Au point que son ouvrage d'il y a 15 ans, on ne le retrouve plus et que la référence est partie. Donc c'est quand même assez intéressant. J'ai voulu rechercher pour retrouver la date de son écrit d'avant et voilà. Donc ça, je trouve que c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est des philosophes qui ont pignon sur rue et qui influencent nos gouvernants peuvent dire aujourd'hui que oui, l'amour peut être une réponse politique, enfin en tout cas qu'elle peut être une réponse collective, de par le changement de regard qu'on a, je trouve que c'est une sacrée avancée. Donc là, on a un terreau sur lequel on peut inscrire ce qu'on raconte joyeusement. Et troisièmement, tu disais, l'amour au moins, l'avantage, c'est que c'est un programme simple à comprendre et à poser, à partager. Et juste la question, c'est que ça peut être un peu compliqué à mettre en œuvre, un peu difficile, etc. Et que là, ça peut, tu n'as pas dit ça, mais je dis ça pourrait freiner des élans. Oui et non, parce que je trouve qu'il y a une réponse à ça. C'est que si c'est difficile tout seul, le simple fait qu'on puisse fonctionner à plusieurs et qu'il y ait des coopérations, ce qui est une évidence, en situation de crise, on a plus de coopération qu'autre chose, ça peut permettre aussi que ce qui était difficile à un moment donné, pour la famille isolée X, et ben, s'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans cette mouvance, il y aura des solidarités avec tous les co qu'on connaît, hein, les couchsurfing, les partages en tout genre, qui vont sans doute faciliter les éléments qui étaient compliqués pour cette famille toute seule et isolée. Donc si on a d'un côté la prise de conscience que la nature est généreuse, que nos systèmes de représentation, notamment sur l'amour, ont changé et que maintenant ça peut devenir une réponse collective et politique, et que si le programme est simple et que ce qui paraissait le plus difficile c'était la mise en œuvre, et qu'avec l'évolution d'une société plus empathique, d'une envie d'être plus dans la coopération, on a plus de solidarité, ça sera sans doute moins difficile individuellement et du coup plus accessible au plus grand nombre. Il y a aussi la question de la place de la fragilité, de la vulnérabilité dans le monde et dans l'économie d'ailleurs. Ça aussi, c'est vraiment une clé. Ça, c'est un fondement de la civilisation aussi. C'est à la façon dont nous traiterons et quelle place nous donnerons à ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous, les plus vulnérables, que véritablement va se bâtir une société avec un visage nouveau. Je pense beaucoup à ça parce qu'il y a évidemment les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi de plus en plus les personnes qui sont en situation de maladies graves, invalidantes, les cancers, les scléroses en plaques, tout ce qui est autour du VIH, etc. Les burn-out, les maladies psychiques. Qu'est-ce qu'on fait dans une société qui a tellement mis en avant la performance, le caractère compétition entre les uns et les autres, etc. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un modèle comme ça qui broie beaucoup d'humains. Et c'est vrai que je vois notamment par rapport au cancer, qui est vraiment le fléau d'aujourd'hui, et tout le monde se sent concerné parce qu'autour de nous, il y a toujours au moins une personne de notre famille ou un ami qui a été touché par cela. Et donc, on voit bien que la vie peut basculer d'un coup. De là où on était soi-disant fort, on peut basculer vraiment dans la fragilité. Et je crois que ça, c'est vraiment une des clés, parce que finalement, la réalité, c'est qu'on est tous fragiles et qu'on a tous besoin les uns des autres. Et que c'est un véritable leurre quand on croit qu'on est fort. Et le jour où on réalise cette fragilité, c'est là qu'on peut devenir fort, parce qu'on est obligé de bâtir des solidarités. Et ça va être vraiment une clé aussi. Et elle est révélatrice d'amour. Parce que quand d'un coup, vous commencez à mieux comprendre et à appréhender la fragilité autour de vous et que vous essayez de la prendre en compte pour voir comment l'inclure dans votre monde, ou que vous réalisez votre propre fragilité et que vous voyez comment trouver votre place dans le monde avec cela, eh bien, voilà, il y a tout le terreau qui permet, là encore une fois, à l'amour de surgir. Parce que je pense vraiment que là, il y a une clé pour bâtir l'avenir aussi. Et pareil pour la nature qui est si forte et qui est si fragile à la fois, quoi. Donc cela va amener énormément de respect. Et là encore, le respect, c'est une des entités de l'amour finalement. Donc je pense que réaliser la fragilité pour mettre en place le respect, et là on va commencer à avoir une vraie rampe de lancement pour cette révolution de l'amour. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion que tu as envie de donner par rapport à notre conversation ? Je trouve que là, c'était une bonne conclusion. C'était bien, hein. Il me semblait que ça l'était, mais je voulais savoir si tu avais envie de dire autre chose de plus.
Non, je pense Non, que c'est pas mal. ça serait bien comme ça, d'accord. Ouais. Juste un dernier point, je partage ce que tu dis, mais l'enjeu qu'on a quand même face à nous, c'est ce mouvement transhumaniste énorme qui prend la main, qui pour certains est peut-être venu justement d'une manière d'essayer de résoudre les problématiques de handicap, de maladie, et de vouloir modifier l'humain pour qu'il y ait de la résolution. Et en même temps, d'abord, il y a des moyens colossaux qui sont donnés et on ne sait pas si ça sera forcément donné pour tous. Et donc ça pose des questions éthiques, mais moi je pose des questions même eugénistes. C'est-à-dire que c'est du vrai eugénisme dans la mesure où si on a un être amplifié, quelle que soit la manière dont ça sera fait, soit qu'on lui implante des choses, soit qu'il soit augmenté d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, quand tu parles de fragilité d'humanité, on va dire que nous, on est entre guillemets les normaux et qu'il y a des tas d'autres personnes qui sont, pour le regard d'autres personnes, sont des sous-humains parce qu'ils sont malades et handicapés et ci et ça. Mais enfin, en tout cas, qu'on tient à l'écart. Donc on a déjà 2 niveaux d'humanité. Avec le transhumanisme et ersatz de ce genre, en tout cas des hommes robots ou des robots humanisés ou autres, nous, là, nous allons devenir des sous-hommes et des sous-femmes. Donc se pose quand même la question de savoir, à partir du moment où on aura un être humain qui aura accès à l'intérieur ou autrement, on s'en fout sur les modalités, mais à suffisamment d'ordinateurs pour calculer partout en même temps des tas de choses et que nous, avec notre petit cerveau, on sera juste dépassé cognitivement, affectivement, sur tous les domaines. Qu'advient-il ? Et c'est ça qui m'anime, c'est de dire, mais posons-nous la question pour avoir une éthique qui va faire que qu'est-ce qu'on fait de la diversité humaine ? Parce que le risque avec ce transhumanisme, c'est que aussi une espèce de clonage d'humanité. Ça serait une surhumanité, mais une surhumanité clonée. Et on voit que sur notre Terre, ce qui nous permet de survivre, c'est la biodiversité. Et là, on enlève la diversité. Et cette diversité humaine qui passe notamment par la fragilité. Là, on est sur la question de la modernité, quoi, de tout ce qui est autour de l'innovation. Moi, ce qui me trouble un peu, c'est qu'on dirait que voilà, le mot innovation est devenu un mot sacré, quoi. D'un coup, c'est le secret pour tout, on ne jure que par cela, et c'est devenu central, voilà. Et alors que, l'innovation, pour moi, elle doit être au service, encore une fois, de la vie, au service de l'être humain. Mais c'est pas une fin en soi, l'innovation. Là encore, c'est pas une raison de vivre, l'innovation. Et c'est là aussi où je pense que quand tu parlais, tu commences avec le siècle des Lumières, etc. Bien sûr, c'est formidable d'avoir cette capacité à innover, à trouver des solutions, à créer. Ça, c'est évident. Puis après, à un moment, si d'un coup c'est ça notre Dieu, on s'est perdu en route parce que c'est forcément la vie qui doit être au cœur de cela. Donc ça doit être au service de la vie. Donc voilà, c'est un petit peu comme quand on montre la Lune et puis qu'on regarde le doigt au lieu de la Lune, quoi. Pour moi, c'est ça. Le mot innovation, là, aujourd'hui, c'est vraiment on regarde le doigt au lieu de la Lune. Oui, mais ça, au service de quoi ? C'est ça. C'est pour aller où ? Et donc, il se pose la question du but et quelle valeur spirituelle derrière. Parce que c'est aussi ça, c'est une spiritualité, c'est une question d'esprit, tout ça. De quelle façon on prend à bras-le-corps des sujets sur lesquels on commence à jouer les apprentis sorciers, alors qu'on ne s'est pas posé pour vraiment savoir quels sont les tenants, les aboutissants, même spirituels de tout ça. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, etc. Je parle vraiment de ce qui fait notre caractère transcendant. Nous sommes des êtres humains qui ont cette tendance à la transcendance. Et si on enlève ça à l'être humain, d'un coup, il est vraiment boiteux. Et donc, c'est une question du sens, quoi. Et c'est vrai que moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, clairement, le fait qu'il y ait des innovations technologiques qui puissent aider l'être humain, je trouve ça absolument formidable et je pense qu'on n'arrête pas le progrès, ça c'est formidable. Mais après, voilà, est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour savoir où sont les limites, pour savoir aussi avancer à un rythme raisonnable, là, pour le coup, parce que, encore une fois, mais pour moi, aujourd'hui, avant d'aller vers ce genre de choses, on devrait d'abord se poser des questions sur sauvegarder ce qui existe déjà avant de... C'est un peu pareil que quand on est déjà en train de faire la conquête de l'espace alors qu'on est en train de détruire notre planète, quoi. Donc essayons déjà de vivre avec amour à l'intérieur de notre planète, de vivre avec amour avec ceux qui sont fragiles autour de nous. Peut-être qu'en fait, ça les aidera beaucoup plus d'être aimés que d'avoir une jambe bionique ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un petit frère qui n'a ni bras ni jambes. Pour autant, il est champion de France de tir à la carabine et il est en D1 de foot fauteuil électrique et est champion d'Europe cette année.
Donc, je veux dire, et il n'a pas de prothèse particulière, ni rien de tout ça. Mais par contre, on l'a gavé d'amour. Ça, c'est sûr, on l'adore. C'est notre petit frère chéri. Et du coup, finalement, il y a des ailes qui lui poussent, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est quand même ça d'abord. Moi, je me dis, le mystère de l'être humain, c'est un truc tellement incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, tous les jours, il y a des gens qui ont tous leurs membres, tout va bien, ils sont en bonne santé et qui se suicident. Parce qu'à un moment, vraiment, la pulsion de vie, il y a quelque chose qui s'est écroulé en eux. Et puis, il y a Pierre Vincent, mon petit frère, qui n'a ni bras ni jambes, que je n'ai jamais entendu se plaindre, qui est bourré d'amour, de vie, de joie, et qui passe son temps à le déverser sur ceux qui les entourent. Donc, il a cette pulsion de vie extraordinaire. Et donc, quand j'entends des gens qui se disent des gens comme ça, ils ne devraient pas naître, ils ne connaissent pas Pierre Vincent. Donc, nous touchons là le mystère de notre humanité. Et à partir de où est-ce qu'on pose le curseur pour dire celui-là, il ne mérite pas de vivre? Est-ce que c'est à partir du moment où il lui manque un petit doigt, où il lui manque un bras Donc, oui, l'être humain, il est bien plus qu'un morceau de chair qui se développe comme ci ou comme ça. Et donc, faisons attention avant de commencer à manipuler toutes ces choses, quoi. Mais d'abord, respectons. Si on fait avec respect, de soi-même viendront les solutions, viendront les bonnes décisions. Donc respectons le mystère de l'humanité et je te remercie Frédéric. Merci à toi. Merci beaucoup Christine.